Cabri, le podcast qui saute sur l'Europe. Je quitte l'Europe pour toujours. Tu vois où ça nous mène, cette connerie d'Europe? Cabri. Ah non, je vais pas passer la nuit là. On va pas me refaire le coup. Putain d'Europe, hein. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Cabri, le podcast qui saute sur l'Europe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Cabri. Aujourd'hui, premier volet de notre série sur le poids de l'Europe. Comment se situe l'Europe par rapport aux autres puissances de ce bas monde? L'Union européenne, bien sûr, fait-elle vraiment la force? On commence cette série avec la culture et plus précisément le cinéma. Y a-t-il vraiment un cinéma européen? L'Europe aide-t-elle à la production? L'Europe pèse-t-elle dans le game du cinéma? C'est le thème du jour dans Cabri. Cabri, le podcast qui saute sur l'Europe. Et pour répondre à toutes ces questions, je suis évidemment avec le co-présentateur de notre podcast Cabri, Vincent. Salut Vincent. Coucou Clément. Ça va? Oui, très bien. Je suis un peu malade. Je risque de tousser. Il faudra pas faire trop de bruit. Alors non, ne tousse pas dans le micro, s'il te plaît. Merci. Et avec nous, pour parler cinéma européen, il y a Pierre. Salut Pierre. Bonjour Clément. Pierre, est-ce que tu peux te présenter pour nos fidèles auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors moi je suis né dans une ville européenne, Strasbourg, qui est une capitale européenne. Et ce contact m'a apporté beaucoup, et notamment mon premier métier, qui était chargé de projet à Eurimage, après mes études à Strasbourg. Et je suis resté du coup 2 ans dans cette maison qui est le Conseil de l'Europe, qui n'est pas l'Union européenne, donc il y a une distinction quand même assez importante. C'est beaucoup plus de pays. Conseil de l'Europe, c'est pas l'Union européenne, Voilà. Donc tu as bossé pour Eurimage qui dépend du Conseil de l'Europe, et maintenant tu travailles à Paris. Et maintenant je suis à Paris et je travaille à l'Union des producteurs de cinéma, qui est un syndicat qui défend les intérêts des producteurs indépendants et la diversité. Très bien, et on est aussi à table avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Clément. Guillaume, pourrais-tu te présenter à ton tour? Ouais, moi je suis producteur de cinéma, je travaille beaucoup avec d'autres pays d'Europe en coproduction. Sinon, je suis parisien, né à Paris. Né à Paris, Voilà. Très bien. Eh bien, pour parler de cinéma ce soir, ça tombe bien, on est dans un cinéma à Paris, le Luxor, un cinéma donc construit dans les années 20 dans le quartier de Barbès, dans le nord de la capitale. Magnifique cinéma, style art déco. Vincent, tu as admiré la façade tout à l'heure. Oui, c'est très joli. J'ai suis allé pour la première fois sur la terrasse qui a une vue absolument superbe sur le métro aérien. Eh bien voilà, le cinéma, c'est le thème du jour dans Cabri. Et Vincent, donc tu as peut-être une première question pour nos invités. Alors j'ai une question pour Guillaume pour commencer. Guillaume, toi tu diriges donc la boîte de production qui s'appelle Zorba Productions. Est-ce que tu peux rapidement nous détailler tes activités et le type de film que tu produis? Ouais, je produis des films, on va dire, plutôt autoristes, essentiellement en coproduction avec d'autres pays. Pourquoi en coproduction avec d'autres pays? Parce que les financements que je peux lever en France ne sont pas toujours suffisants pour que ces films puissent exister. Alors on va aller chercher l'appui de d'autres producteurs de pays européens ou à l'extérieur de l'Europe pour que ces films puissent exister. Donc chacun va mettre dans une espèce de pot commun les financements qu'il va pouvoir lever dans son territoire. Oui, donc toi pour toi le cofinancement c'est surtout une possibilité de lever plus de fonds. Ouais, exactement ça. Enfin la coproduction, et pour parler d'Europe avec nos voisins européens, c'est vraiment une histoire de pognon. Et tu m'avais en préparant l'émission, tu m'avais expliqué que tu sortais d'une coproduction avec des Autrichiens. C'est bien ça? Alors je suis en plein dedans. Ah, t'es en plein dedans. Ouais, on tourne dans un mois. Mais on tourne pas en Europe, on tourne à Taïwan. Et on tourne à Taïwan parce qu'on peut pas tourner en Chine pour des problèmes de censure. Parce que le thème pose problème, pourquoi? Ouais, c'est un film hyper engagé LGBT. Et c'est un sujet qui ne passe pas la censure en Chine. Et le réalisateur, en raison de sa mission LGBT, ne vit plus en Chine, il vit en Autriche. D'accord. Pierre, toi qui du coup travailles aujourd'hui dans un syndicat qui regroupe différents producteurs de cinéma, comment est-ce qu'en général les producteurs vivent les coproductions? Est-ce que c'est quelque chose de facile à faire? Est-ce que c'est quelque chose qui fait un peu l'unanimité, hein, c'est bien parce que ça ramène plus d'argent? Ou est-ce que ça pose pas mal de petits soucis pratiques? Je pense pas que ce soit une partie de plaisir. Je pense que c'est une nécessité. Parfois la nécessité elle provient de l'histoire qu'on a envie de raconter. Quand on est producteur et qu'on rencontre un auteur, il a envie de raconter une histoire.
Et dans ce cas-là, cette histoire, elle nécessite de traverser les pays, et auquel cas les producteurs vont en profiter pour récupérer de l'argent dans un autre pays. Parfois, en revanche, c'est le sens inverse. Un producteur a une histoire à raconter avec son auteur et il n'a pas les moyens de la raconter tout seul. Donc il a besoin d'aller chercher de l'argent dans un autre pays. Et ça va l'inciter aussi à aller chercher des compétences dans un autre pays. C'est un peu le fondement des coproductions, en tout cas en Europe, la manière dont ça a été construit. C'est pour pas seulement échanger de l'argent, mais aussi inciter à ce qu'il y ait des échanges artistiques. Tu as un exemple là, récent ? Un exemple de coproduction, non, pour la simple raison qu'une coproduction qui est réussie, elle ne se voit pas à l'écran. C'est-à-dire quand on regarde le film, qu'on est spectateur, on se dit pas « Ah tiens, c'est une coproduction, ça a été fait entre deux pays ». Sinon, c'est raté, a priori. Et c'est ce qu'on a appelé à une époque, au tout début, quand ça a été mis en place, l'Europudding. Et donc c'était des films qui sont, d'un coup, il va y avoir un Allemand qui débarque dans l'histoire, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas pourquoi, et ben c'est parce qu'il fallait faire une coproduction. Tous les gens du pays pour voilà. dire c'est tout, on est donc tous ensemble. Les meilleurs exemples que j'aurais à donner des dernières coproductions, c'est les 4-5 derniers films que j'ai vus où on ne remarque pas du tout que c'est une coproduction. Et le dernier, c'est Styx, qui est un film qui se passe sur la mer. C'est une femme qui est médecin urgentiste, qui part sur un bateau, un voilier pour descendre le long de l'Atlantique et du Pacifique. Et elle, je vais pas raconter tout le film, mais en gros, elle tombe sur un bateau de migrants qui est en détresse. Elle a qu'une place sur son bateau. Ils sont une quinzaine sur le bateau. Et qu'est-ce qu'elle fait ? C'est un film en coproduction, du coup. C'est un film en coproduction et ça ne se voit pas. Guillaume, si on te demande un film marquant, une coproduction européenne, là, dans ces 10 dernières années, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais te citer, toi, comme ça ? Je trouve qu'il y a un film qui est assez réussi quand même, c'est Lobster, tu vois. Ouais, exactement. Qui est un très bon film, une coproduction. Ça sent pas trop... Enfin, on voit quand même les points derrière qui génèrent du financement. Mais pour un spectateur, il s'en rend pas compte, ça. Exactement. C'est la coproduction, on la trouve en fait dans le générique. Une coproduction, en fait, c'est pas forcément un Allemand à l'écran, un Belge à l'écran, un Français à l'écran. Ça peut être la post-production qui est dans un film, donc tout ce qui se passe une fois que le tournage est terminé se fait dans un pays, mais ça ne se verra pas à l'image. On reconnaîtra un talent quand on est très impliqué dans le milieu et qu'on reconnaît un étalonneur à son image, etc. Mais le public ne s'en rendra pas du tout compte que la post-production a été faite intégralement en Belgique alors que le tournage était fait en France. Ouais, par exemple, moi j'ai produit un film qui va sortir en salle l'automne prochain. Ça s'appelle La Délégation, c'est une copro entre l'Albanie, la Grèce et la France. Donc on a eu du financement européen sur le film à travers Eurimage. C'est une histoire purement albanaise dont j'ai rencontré l'auteur au Festival international de Berlin. Et lui, clairement, sa problématique, c'est qu'il n'avait pas assez de pognon en Albanie pour pouvoir faire son film. Et donc, il avait besoin de monter une coproduction européenne pour aller chercher du financement européen, mais aussi pour aller chercher du financement dans chez chacun des pays coproducteurs, pour que, au total, le film puisse se faire. Donc en Albanie, ils ont levé, on va dire, l'équivalent de 300 000 €. C'est un petit film d'auteur, hein, mais au total, c'est un film à plus d'1 million d'euros de budget. Et donc le reste, ce sont les Grecs, les Français et les Kosovars qui l'ont apporté. D'accord, donc ce cofinancement permet à des films qui n'auraient pas vu le jour de le voir avec donc la participation d'autres pays. Mais donc on comprend qu'il faut que les autres pays participent aussi. On fait ça mieux qu'avant quand on faisait de l'Europudding où on était obligé de foutre des acteurs vraiment visibles à l'écran. Ouais, exactement, parce que là c'est vraiment une histoire purement albanaise avec des acteurs albanais, le scénariste, le réalisateur, toute l'équipe artistique est albanaise. La participation des autres pays se voit est plus dans le côté technique alors. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Eh bien, messieurs, il est temps d'écouter notre premier extrait musical, et ce premier extrait musical, c'est Pierre qui l'a choisi. Pierre, que dirais-tu d'écouter Ailleurs ? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est une chanson qui a été écrite par un groupe qui s'appelle Peur Bleue, qui est balbutiant, qui vient de démarrer, et dont le clip a été réalisé par Julien Stark, qui est la personne qui nous a fait nous rencontrer, Guillaume et moi, et qui est un jeune réalisateur qui aussi débute une carrière dans la réalisation. Et c'est un clip, en tout cas, qui est relié à l'Europe, pour la raison qu'il y a une nouvelle directive en Europe
qui est la directive de droit d'auteur. Et en fait, il y a notamment cette directive était censée menacer l'existence même de ce type de projet artistique, qui est une compilation d'images de jeux vidéo. De quel jeu vidéo on peut le dire? Alors il y a GTA principalement, il y a plein d'autres jeux vidéo. Les Sims. J'ai pas les sources, des Sims, etc. Ouais, vous pourrez aller voir le clip. Et il se trouve que l'Europe, elle est là pour protéger les auteurs et pas pour interdire et faire de la censure. Ce clip est sur YouTube, il a très peu de vues, mais il se porte très bien. Il n'a pas été censuré ni interdit et la directive ne va pas empêcher son existence. Mais maintenant qu'il passe dans Cabri, je peux vous dire que le nombre de vues va exploser. On va écouter Ailleurs de Peur Bleue. C'est un clip qui se regarde 2 fois, nous dit Pierre Ailleurs du groupe Peur Bleue. Pardon. Merci Pierre pour ce subtil extrait. Vincent, tu avais une question. Oui, alors on a essayé de poser la question tout à l'heure, mais on était un peu parti dans les fondements du financement européen. Vraiment, une question vraiment très large, et même vous en tant que limite presque citoyen et non pas agissant dans le milieu du cinéma, c'est quoi pour vous un cinéma européen? Est-ce qu'il y a une identité du cinéma européen? Est-ce que vous arrivez à mettre des critères vraiment définis derrière par rapport à d'autres cinémas? Le cinéma européen, pour moi, c'est un cinéma qui a
un peu représentatif de ce qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire c'est un cinéma de la diversité. Et il n'y a pas d'uniformisation dans chacun des pays qui serait justement une uniformisation qui viendrait des règles européennes. Il y a une identité de chacun des pays qui existe au sein du cinéma européen. Et les règles mises en place au niveau de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, en fait, elles permettent à chaque cinématographie nationale d'exister. C'est ce qu'on disait avant. L'ami albanais de Guillaume, il n'aurait pas pu faire exister son histoire sans l'Europe, l'Union européenne et la France sans avoir rencontré Guillaume. Donc le cinéma européen, et si une identité du cinéma européen, c'est vraiment l'identité de la diversité et de permettre à beaucoup de films en fait d'exister tout simplement. Et c'est avoir cette diversité sur un continent et de pouvoir tout voir et tout faire exister. Justement, c'est cool ce que tu dis parce que souvent l'argument qui est mis en avant par les personnes qui veulent tuer l'Europe, ou en tout cas qu'il y ait moins d'Europe, c'est de dire que ça ne fait pas exister les nations et que l'Europe tue un petit peu l'existence des nations. On vous invite à écouter notre épisode sur les nationalismes qui est en ligne. Et là, en fait, l'Europe permet l'existence des nations. Complètement, et c'est l'Europe culturelle, elle est peut-être à comparer avec l'Europe écologique, et elle permet justement à des choses qui au niveau national ne pourraient pas exister. Parce que l'Europe ne représente un pays tout seul, n'est pas assez, ne pèse pas assez dans le game, tout simplement. Par contre, quand il est au sein de l'Europe, où l'Europe elle-même pèse suffisamment dans le game mondial pour faire exister ces histoires. Et quand on verra un film depuis un autre continent, on verra un film albanais, The Delegation, que Guillaume a coproduit. Est-ce qu'on va le voir comme un film européen ou est-ce qu'on va le voir comme un film albanais ? Je pense que c'est un film réussi si on le voit comme un film albanais, une histoire albanaise. Et ce qui l'aura fait exister, c'est l'Europe. Donc en fait, l'Europe, elle est un peu discrète, voire invisible. Et c'est presque dommage. Il y a un logo au début qui rappelle que ça a été financé par Eurimage, etc. Mais ça se voit pas. Est-ce que c'est une vraie question sur l'identité du cinéma européen ? Est-ce que c'est une force ou une faiblesse que ça se voit pas ? Moi, je pense que c'est une vraie force pour l'Union européenne de faire exister ces projets nationaux et de laisser exister les nations au sein de l'Europe, en fait. Au niveau du cinéma français, parce que là on parle des petits pays, du coup on comprend un petit peu le besoin de financement de ce type de pays. En France où on a un cinéma historique très fort, très puissant, surtout à l'échelle européenne, est-ce que vous avez vu un changement dans la nature du cinéma français depuis que l'Union européenne est un petit peu dans le jeu des subventions de production de cinéma ? Alors moi personnellement j'ai pas assez de recul. Je suis né en 91, donc un changement, je saurais pas l'identifier. Après, je sais qu'il y a une tendance vers les films nationaux, uninationaux, on pourrait dire, au sein de l'Europe, n'existent quasiment plus. Et il y a de plus en plus de films qui sont des coproductions. Et encore une fois, on l'a dit de nombreuses fois, ça ne se voit pas. Mais j'invite n'importe quel spectateur de film à faire l'effort de rester jusqu'à la fin du film et pendant le générique. Et à regarder, à commencer à constater au milieu du générique des changements de noms, voir des noms de villes, des noms de pays, voir des nationalités apparaître dans les noms de famille. Et se rendre compte qu'en fait, il y a plusieurs histoires derrière l'histoire du film, qu'il y a derrière ce film qu'on identifie à un seul pays, il y a l'histoire d'une coproduction et l'histoire d'une collaboration et d'une coopération entre plusieurs producteurs, plusieurs artistes, plusieurs techniciens de plusieurs pays, qui ne se voient pas mais qui a quand même existé à un moment et qui a en fait créé l'Europe, qui crée cette coopération entre les pays. Ouais. En fait... Je pense qu'il y a, franchement, hormis les belles histoires européennes, si on pouvait se passer de coproduction européenne, on s'en passerait bien parce que c'est vachement plus facile. Donc il y a quand même clairement ce qu'on appelle des films de marché, voilà, je sais que ce film-là, a priori, il va plaire en France pour tel type de public, avec tel type de chaîne de cinéma, telle chaîne de télé, etc., etc. Et si je peux le faire tranquille avec le moins de coproducteurs possible, c'est beaucoup plus aisé. Ça va plus vite en termes de financement et après il n'y a pas de problème de points où il va falloir que je fasse rentrer un technicien, un acteur qui vient d'un autre pays, qui parle pas la langue, etc. Et puis après il y a un autre vrai sujet qui est que les films qui plaisent aux Français, ils plaisent pas nécessairement aux Allemands et encore moins nécessairement... Alors j'ai vu que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le retour là, est en tête en Allemagne en ce moment. Ouais, alors il y a effectivement des films de marché qui
on le sait, plaisent à l'international et notamment en Europe. Et il y a un marché en Allemagne pour les grosses comédies populaires françaises, genre Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On est Intouchable. d'accord, c'est absolument pas une coproduction européenne. C'est un film franco-français produit par la France. J'ai pas regardé le plan de financement, je- mais Non, je sais pas. j'ai regardé, il me semble que c'est que il y a que des C'est un Français à film l'intérieur. franco-français, C'est voilà. des grosses boîtes. C'est Alors produit, je connais le réalisateur. Lui, ses films, il les finance à toute vitesse, sans aucune difficulté. Donc effectivement, il a pas du tout besoin d'aller chercher du fric à l'extérieur. Cabri, l'Europe, l'Europe, l'Europe. Mais ça n'aboutit à rien. Le podcast qui saute sur l'Europe. On va écouter Thierry Ardisson. On n'a pas parlé de Thierry Ardisson, mais Thierry Ardisson parle. Vous y attendez pas, hein? Non, non. Thierry Ardisson, Judith Godrèche, peut-être, ça vous met sur la piste. Écoutez donc, c'était il y a fort longtemps, puisque c'était en 2002. Et oui, déjà. Bon, vous voulez que je fasse le pitch ou non? Ouais, allez-y, Thierry. Alors voilà, c'est un jeune homme de 25 ans qui vit en couple depuis 4 ans et qui part pour 1 an à Barcelone avec une bourse d'études qui s'appelle Erasmus et qui partage un appartement avec d'autres étudiants de différentes nationalités. Alors évidemment, raconté comme ça fait un peu loft européen. Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Clapiche a réussi à faire un film sympa sur un sujet qui au départ est rébarbatif, c'est l'Europe. En fait, c'est quand même plus un film sur l'ouverture d'esprit que sur l'ouverture des marchés, quoi. Pour une fois, l'Europe est traitée d'une façon joyeuse dans cet appartement. Comme ça. Alors, l'Europe, c'est rébarbatif, mais est-ce que Cédric Clapiche a réussi le métafilm, en fait, le financement européen, qui soit complètement imbriqué dans l'histoire, un loft avec tous les acteurs de tous les pays qui participent au film? C'est ça qui s'est passé? Alors moi je connais pas du tout le financement de ce film, mais je pense qu'il est réussi et que l'histoire naturelle aurait pu l'amener à obtenir énormément d'argent. On parle de l'auberge espagnole, ouais, de pour l'auberge ceux qui auraient espagnole. pas suivi. Je connais pas du tout le financement, donc je sais même pas s'il y a des financements étrangers, mais il aurait pu bien sûr obtenir de l'argent de partout et avoir un budget immense. Je pense que le budget de ce film est très raisonnable en réalité. Mais alors, du coup, on a choisi cet extrait parce qu'on avait envie de parler un petit peu de comment l'Europe peut réussir à se vendre auprès à la fois des citoyens européens, mais aussi du monde extérieur. Et du coup, on voulait parler en particulier d'Eurimages, qu'on a déjà cité plusieurs fois depuis le début de l'émission, mais il y a aussi d'autres programmes qui existent, qui sont pas, qui dépendent d'autres organes de l'Europe. Concrètement, dans les dossiers, il y a quoi pour promouvoir ça? Alors, un dossier Eurimage, c'est 2 choses. La première, c'est une analyse financière et juridique, qui est le premier cap à passer. C'est vraiment, il faut cocher des cases et les remplir, parfois un peu poussé pour rester dedans. Et il y a une deuxième analyse qui est faite par le comité et qui du coup regroupe tous les pays membres d'Eurimage. Et cette analyse, c'est une vraie analyse et une décision artistique. C'est sur le scénario, point barre. Donc il y a un premier filtre, ça passe ou ça casse, c'est un filtre technique. Et le deuxième filtre qui est le filtre artistique. Ouais, et moi, les films que j'ai produits qui ont été soutenus par Eurimage, à chaque fois, c'est quand même globalement des films qui soit valorisent à fond la culture d'un pays et plutôt d'un pays moins connu, donc en l'occurrence l'Albanie. Et l'autre sujet, c'était la cause LGBT. Et là, on a eu un financement vraiment important d'Eurimage sur ce projet qui pourtant n'a pas lieu en Europe, mais l'action se déroule en Chine. Et la commission nous a soutenus parce que elle pensait qu'elle avait un rôle au plan... La Commission européenne. La Commission européenne nous a soutenus parce qu'elle pensait qu'elle avait un rôle au plan des droits de l'homme d'une manière générale. Et que donc il était important pour l'Europe de soutenir une cause comme celle-là parce que elle s'inscrivait dans, je dirais, l'ADN philanthropique européen. Ça, dans le rendu de votre projet, c'était vraiment ce qui était mis en avant. C'est l'Europe doit mettre en avant, doit valoriser ce type de... Non, nous, en fait, techniquement parlant, on a passé le premier filtre, comme disait Pierre, qui était purement technique, c'est-à-dire 3 pays coproducteurs. Mais sur le côté, les valeurs que défend l'Europe. Nous, ce qu'on défendait, c'était une histoire. En fait, cette histoire, elle pouvait pas exister si elle n'était pas soutenue financièrement par des pays européens. Parce que on pourrait penser naturellement qu'une problématique LGBT en Chine pourrait exister, être réalisée, être produite en Chine, mais en fait non. Et surtout ne pas vraiment concerner l'Europe quelque part. Oui, sauf que c'est une problématique universelle. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, l'histoire de ce réalisateur
parce que c'est relativement autobiographique, c'est qu'il a dû quitter la Chine et venir vivre en Europe pour vivre librement son homosexualité. Et sur Image, peut-être juste, il n'y a pas de sujet qui plaise plus au comité ou de ligne éditoriale particulière en fonction de l'actualité ou quoi que ce soit. Ils sont pas du tout ni dogmatiques, ni... Enfin, il n'y a rien de tout ça, en fait. C'est vraiment le cinéma pour le cinéma et rien que le cinéma et les histoires qu'on raconte. En revanche, un fonds comme Heure Image, je pense que c'est utile de le préciser, s'ils ont une cause à défendre, comme l'égalité homme-femme dans l'industrie cinématographique. On part de très loin à ce niveau-là. Et Heure Image, notamment en soutenant une association qui s'appelle EVA, EWA, a décidé il y a de nombreuses années de soutenir l'égalité homme-femme et a fait infuser en fait dans tous les pays, puisque c'est des gens qui se rencontrent, qui pèsent dans tous les pays, ils se rencontrent régulièrement, et a permis en fait en lançant ces politiques que cette idée infuse dans chacun des pays. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des mesures qui ont été prises dans la plupart des pays européens pour favoriser l'égalité homme-femme, aussi bien sur les plans artistiques que techniques, dans la production, la réalisation, tout ça. Donc ils ont d'autres moyens d'action en fait. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on a les feedbacks de la commission, qui réunit donc un certain nombre de pays européens, en fait les gens sont pas du tout d'accord les uns avec les autres et les débats sont parfois ultra houleux parce que clairement les gens qui viennent d'Europe du Sud n'ont pas du tout les mêmes idées que ceux d'Europe du Nord. Donc là, juste pour être, c'est une commission qui a combien de personnes Alors pour y avoir été, il se trouve que la commission, ça peut... j'ai pas vu la série Game of Thrones, mais ce dont j'entends parler, ça peut un peu y ressembler. Et effectivement, il y a des géographiquement... Ça peut y ressembler pas parce qu'il y a des dragons forcément ou quoi, mais plus parce que des jeux de pouvoir. C'est des jeux de pouvoir. Ouais. Exactement. Et des jeux de pouvoir et des désaccords culturels. Il y a des sujets qui plaisent, on va dire, aux Européens du Nord et qui sont juste honnis par l'Europe du Sud. Ouais. Par exemple par exemple, la prostitution, l'homosexualité, voilà. Eh bien, Guillaume, puisqu'on te tient, on va écouter ta proposition musicale, une chanson forte à propos, puisqu'elle s'appelle « Dans la radio ». Guillaume, c'est la chanson que tu as choisie, « Dans la radio » de Jacques. Pourquoi ce choix ? C'est un peu un clin d'œil à Pierre parce que on a bossé. Tu parlais de Julien Stark tout à l'heure, qui est un réalisateur strasbourgeois avec qui j'ai bossé sur un projet très français sur la musique électronique made by French qui s'appelle French Waves, qu'on a fait avec le groupe Canal+. Et c'est un documentaire, un site internet, une web-série et des tournées de concerts et des masterclass dans le monde entier avec des artistes électro-français. Et parmi ces artistes, il y avait Jacques, qui était dans la bande strasbourgeoise de Pierre et Julien. Et donc on a vraiment vécu ensemble toute la montée de cet artiste qui au début était qui jouait de la guitare dans la cave quand on était en soirée. Ouais. Et puis en fait, au fur et à mesure du projet qui a duré 2 ans, il est devenu une star. Voilà. Et qui a maintenant une notoriété telle qu'il passe dans Cabri. Et Guillaume a réussi quand même une transition formidable parce que Jacques, son clip se passe en Chine. Oui, merci Vincent, exactement, c'est incroyable. On écoute Dans la radio de Jacques. C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas. Je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Je parle avec des gens qui sont intelligents. Et moi j'ai pas d'avis, parce que je trouve que ça dépend. Je suis passé dans le futur, j'avais trop envie d'y repasser. Je me suis fait plein de contacts, là-bas les gens ont plein de projets. Et moi je n'existais plus, mais c'est pas important. J'ai entendu ta voix dans la radio. Et elle disait, on joue tous la même chanson, mais on la joue pas de la même façon. On écoute tous la même chanson, mais on l'entend pas de la même façon. Dans la radio du chanteur Jacques. Ça se passe en Chine, Vincent. Eh oui, ça s'est passé en Ça Chine. pue, ça. Moi, j'ai trouvé que cette transition absolument géniale. Je suis le seul Fabuleux. autour de la table à l'avoir, mais voilà, on est en Chine maintenant. Et justement, on est en Chine parce que le thème de notre épisode, c'est bien l'Europe pèse-t-elle dans le game. Et on se rend bien compte aujourd'hui, si vous regardez le box-office en France, les films américains ont une très très grande présence parmi les films les plus vus dans notre pays. Et les productions chinoises sont, elles, de plus en plus présentes. Bon, alors, en termes de grosses productions, encore peu, mais dans les festivals notamment, on en voit de plus en plus. Est-ce que vous trouvez, Pierre et Guillaume, que l'Europe a les moyens de lutter contre une hégémonie américaine et une possible hégémonie chinoise, ou est-ce que de toute façon on n'aura pas vraiment les moyens Moi, je pense qu'elle en a les moyens, mais que c'est relativement injouable parce que c'est trop démocratique. En tout cas, on essaye. C'est-à-dire l'Europe est trop démocratique dans son mode de sélection. Bah on ouais, reproche rarement ça. Hein. Non, mais c'est tellement difficile de mettre d'accord les différents pays qui composent l'Europe que finalement chacun joue quand même un peu sa partition. Alors que les US ou les Chinois, ils jouent une partition qui est la leur et en général à marche forcée. Et la marche forcée côté ricain, c'est la thune, et côté chinois, c'est politique. Et est-ce que, du coup, Pierre, toi, tu as vu autant au sein de Rimage, mais aussi au sein de l'Union des producteurs de cinéma, une inquiétude, ne serait-ce que vis-à-vis de la puissance hollywoodienne ou de un nouveau marché du cinéma qui s'ouvre aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est précisément et même uniquement à travers l'Europe qu'on peut même concurrencer, être compétitif face aux États-Unis, face à la Chine, par exemple. Quand tu dis on, tu parles du cinéma français ? Oui, exactement. Le cinéma français, est l'autre cinéma que celui américain, en fait. Tout simplement exister en plus des États-Unis, qui a une part de marché immense dans tous les pays, dans son pays évidemment, mais dans tous les autres pays. Comment exister ? La France toute seule aurait du mal à y arriver. Alors que c'est quand même la 5e puissance mondiale en termes économiques, elle aurait du mal à exister toute seule. C'est elle qui a lancé, après la Deuxième Guerre mondiale par exemple, face à l'hégémonie américaine, tout un système de financement qui est celui dont on hérite aujourd'hui et qui a été copié en Europe. Pour actualiser un peu le débat, aujourd'hui il y a Netflix qui débarque et ça y est, c'est l'unique acteur mondial, tout le monde se rue dessus, même en France, tout le monde veut avoir Netflix, voir Netflix, etc. Comment est-ce qu'on fait pour lutter ? La France toute seule, elle n'y arrivera pas.
C'est impossible. On n'a pas le marché, on n'a pas la puissance, on n'a rien de ce qu'il faut. Il faut s'associer et il faut représenter quelque chose, et c'est l'Europe qui peut représenter ce marché en fait européen qui a une masse critique suffisante, va permettre derrière de développer des politiques culturelles qui auront un sens. Parce qu'on a la masse critique économique, un marché suffisamment imposant et puissant pour pouvoir développer ces politiques. Ces politiques, elles sont simples. Il y a des directives qui sont tombées récemment et qui, tout simplement, vont un peu essayer de faire en sorte que Netflix s'adapte et participe à notre système, sans donner aucune précision sur les directives. On les fait rentrer dans le game européen et ils vont un peu être obligés d'y participer malgré eux s'ils veulent continuer à avoir accès à ce marché. Si on n'avait pas ce marché, ils seraient tout simplement détournés de nous et détournés de la France. En revanche, là, avec l'Europe, ils sont obligés de s'intéresser à nous et de respecter les règles du jeu qu'on a imposées. Plus, on est 700 millions et pas... Exactement. Messieurs, on parle, mais Cabri touche déjà à sa fin, ici, au 3e étage du cinéma, le Luxor, au petit bar de ce cinéma du quartier de Barbès, à Paris. Et évidemment, puisque c'est maintenant un rendez-vous dans Cabri, au bout de 3 épisodes, tout le monde le sait, il est l'heure des recommandations de nos invités. Pierre, je crois que tu avais une sélection, tout simplement tu es arrivé avec une sélection de films. Alors oui. On t'a dit interdit de regarder les notes, là tu as droit pour les films parce que c'est des films de l'Europe entière. Voilà, je vais juste expliquer très rapidement pourquoi une sélection de films, parce que c'est un peu, voilà, quand on veut une recommandation, avoir une sélection, c'est pas... on t'avait dit un film simple, et voilà. Tu as insisté et je comprends. On a ramené ça. On parle de cinéma, on parle d'Europe, et je pense que c'est très important pour l'identité du cinéma européen de montrer sa diversité. Et à travers les 4 films que j'en parle, parce que je les ai vus, à travers ces 4 films, je pense qu'on peut vraiment prouver l'existence d'un vrai cinéma européen et d'une vraie diversité. Les films, je vais les citer, mais vous allez les ajouter. On mettra les liens. Ouais, on mettra toutes les références. Bien c'est sûr, un film Girl, c'est un film belge. Dogman, c'est un film italien. Utøya 22 juillet, c'est sur la tuerie qu'il y a eu en Norvège. Et Border, c'est un film suédois dont on ne connaît pas forcément la nationalité en le regardant. Ces 4 films, ils ont en commun qui sont des coproductions européennes. Ils ont en commun qui racontent des histoires particulières et nationales ou régionales, mais des histoires vraiment particulières. Et ils ont aussi en commun qui sont très très bien construits, en fait très bien réalisés, très bien produits. Il y a une qualité d'image, une qualité de son, une qualité d'histoire, une qualité de récit, une distribution aussi, on les voit dans plusieurs pays puisqu'ils ont été coproduits. Et tout ça, en fait, c'est des films qui sont le lien, qui ont été sélectionnés au European Film Awards, qui est la cérémonie des films européens, et qui montrent vraiment la diversité. Et ces 4 films qui permettent de se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir ce système de financement européen. Voilà, qui permet pas une uniformisation, enfin qui implique pas une uniformisation, mais au contraire de faire émerger plein d'histoires de tous les pays qui composent l'Europe. Guillaume, quelle est ta recommandation ? Ouais, Pierre, tu parlais de Netflix tout à l'heure. Ça me donne envie de parler d'une série qui est une coproduction entre l'Italie et la France qui s'appelle El Miracolo, qui est une copro Arte et qui je trouve est une alternative aux séries américaines qui est assez intéressante. Donc on voit qu'il y a un progrès européen par rapport à ça et qui tient compte des besoins des audiences. Après, moi, il y a une plateforme que j'aime beaucoup et que je préfère très nettement à Netflix qui s'appelle universiné.com parce que ça nous donne accès au cinéma d'auteur international de manière ultra riche. C'est pas forcément très grand public comme sur Netflix, mais c'est une vraie alternative et je dirais plutôt une alternative qui nous élève plutôt que, pardonnez-moi mais c'est mon avis, la soupe netflixienne. Mais alors du coup je me suis baladé tout à l'heure sur Universiné, il faut payer un droit pour chaque film ou il faut prendre un abonnement pour... Ouais, il y a les deux, en fait tu peux t'abonner et une fois par mois tu peux regarder autant de films que tu veux. Ou alors, c'est un abonnement mensuel et tu peux regarder autant de films que tu veux dans le mois, ou alors effectivement c'est à la demande.
Donc les recommandations de Guillaume, universciné.com, on mettra le lien évidemment, et la série Il Miracolo. Vincent, tu avais aussi une recommandation, me semble. Ouais, alors j'ai une recommandation qui est liée non pas au cinéma mais au thème de de l'épisode d'aujourd'hui, et avec le gros mot qu'on s'est efforcé de ne pas dire lors de toute l'émission, c'est-à-dire l'émission Soft Power sur France Culture. Ah oui. Et oui, parce que voilà, le soft power, cette façon d'influencer un petit peu le monde par la culture. C'est une émission d'1 heure qui est le dimanche soir sur France Culture, animée par Frédéric Martel, et ça touche à tout ce qui est l'industrie culturelle et des réseaux sociaux, etc. Vous en aurez pour tout ce que vous voulez. Pour votre argent, vu que c'est gratuit. C'est gratuit, c'est le service public. Oui, l'émission Soft Power sur France Culture. Merci Vincent. Cabri, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, Vincent, pour un prochain épisode. Oui, très très vite, la semaine prochaine, on fera le volet 2 de l'Europe Pestel dans le game, et on parlera d'économie, ça va être trop bien. D'ici là, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez imaginer, parce qu'on est présent sur toutes les plateformes, puisqu'on adore les réseaux sociaux. Et merci à messieurs. Merci à vous, et bon courage pour la suite. Bonne soirée. Au revoir. Salut.